Alors, Christian, nous sommes sur ton motif, l'estuaire de la Gironde. Et tu m'as dit un jour que c'était ton maître à peindre. Comment et pourquoi c'est arrivé? Alors c'est une longue histoire qui m'a conduit ici. Je n'ai pas choisi d'être là et de choisir ce motif. Ça s'est imposé à moi à travers le maître Carrier, et c'est à cause, on pourrait dire, de la guerre de 40, puisqu'il y a des mines magnétiques flottantes qui sont là, qui n'ont été évacuées qu'en 1973 ou 75, grâce aux frères Madrel. Bon, le maître Carrier, ayant des carrières qui n'existaient plus, est venu me chercher ici, et donc me voilà obligé de peindre. Alors qu'est-ce qu'on voit? Oui, qu'est-ce que tu y as vu et qui était matière à peindre? Parce que l'estuaire, c'est plat. Je ne viens pas ici chercher une matière à peindre, ça c'est plus tard. Ah. Je viens plonger dans une vie que je ne connais pas du tout, et c'est là où je suis très chinois. Le peintre chinois, il est très intégré dans la vie politique, urbaine, etc. Entre guillemets, 7 contrats à Bordeaux, c'est pas rien. Et un jour, il part, il va sur une montagne, il y a un pin, il reste là immobile, il ne peint pas, jusqu'au moment où le paysage va passer à travers lui. Donc, pendant les 7 ans à Roque-de-Thau, je n'ai rien compris. J'arrive ici tel un moderne Renoir, que du peindre. Il y a de l'eau dont la couleur est difficile. Encore aujourd'hui, on a la chance, les bleus sont magnifiques, ils ont une tendresse épatante. Alors je commence donc par faire du débroussaillage, et ensuite on arrive à sauver quelques mètres carrés où je peux commencer à peindre. Et je vais peindre, après avoir fait les vendanges pour avoir un peu d'argent, et je remplace les sécateurs par le pinceau, ça tu le sais. Oui. Mais je vais aussi sur la terrasse faire des dessins et des petites aquarelles. Mais que choisir à la terrasse? Alors j'ai des brins d'herbe, j'ai le fleuve, j'ai l'île verte, j'ai le ciel. Mais si j'observe un brin d'herbe et ce qu'il y a derrière, je suis dans un tel état d'exaltation que je suis obligé d'arrêter d'aller directement sur le motif. Ce n'est pas mon motif. C'est le lien avec le lieu et avec ceux qui l'ont vécu, qui l'ont façonné, tu vois. Mais j'arrive ici en tant que navigateur de plaisance d'estuaire, et au lieu où nous sommes, la renverse du courant, tu vois, la marée basse, elle commence là, parce que la pointe de Roque-de-Thau protège. Et la notion des renverses, c'est très très utile. Jacques Pouget souvent disait que on meurt à marée basse et on est au plein mer, tu vois. Il y a une sorte d'influence de la nature. La peinture, voilà, c'est autre chose. Bien sûr. Que ça serait idiot de vouloir rendre compte de ça. J'ai fait 2 ou 3 fois, mais c'est... Tu veux je dois dire aussi que je connais bien l'île verte, mais il y a... Elle est là en face. Elle est là. C'était un lieu très important, qui avait même son chemin de fer, qui avait des vignes, qui avait un instituteur, qui avait un vrai village, et qui a été... Il y a eu le mildiou, et donc on a été obligé d'arracher les vignes. Il y a un Suisse qui l'avait racheté,
qui a planté des pins, et voilà la maison du Suisse. Tu vois. Ah. Parce Ça a que été d'ici, on dirait la côte médocaine. Or, en fait, c'est une île qu'on a en face de nous. C'est une île, oui, bien sûr. Oui. Et que tu pouvais De voir en l'autre tant côté, il y a qu'île, Mako. en tant qu'île, tu pouvais la voir depuis les hauteurs, depuis la maison que Ah ben tu oui, as on domine carrément, reconstruite. puisqu'on voit jusqu'aux Pyrénées qu'on ne voit pas. D'accord. Donc, au fait, tu venais d'esquisser l'idée que, au fait, peindre sur le motif n'était pas possible et que donc, au fait, tu rentrais à l'intérieur de ton pavillon, hein, sur les hauteurs, pour pouvoir peindre ton souvenir, ce que tu as vu, plutôt que ce que tu voyais directement. Mon pauvre vieux, pas à ce moment-là. Ah, ah, ah. Parce qu'après être sorti de Calgary, etc., il y a cette époque de mai 68 où c'est la mort du père. Et moi, j'étais copain avec un peintre important qui s'appelle Alain Lestier. On a beaucoup mijoté, là, avec Pierre Branat, Francis Liméra, etc. J'ai découvert donc, avant de quitter Bordeaux, le dadaïsme, et je suis dadaïste, hein, vraiment. C'est-à-dire que il y a encore aujourd'hui, dans ma vieillesse, le désir que la société change, tu vois. Mais elle ne change pas dans le bon sens, tu m'excuseras. Donc, par où aborder les choses? Donc, au fait, tu as vécu à Bordeaux, tu as fait tes études à Bordeaux, au lycée Montaigne, Oui. hein, et là, c'est un moment de grande effervescence intellectuelle et artistique. Il y a eu 1968, hein, Oui. voilà, et il y a eu tes amitiés artistiques. Et au fait, tes copains de l'époque sont devenus des artistes importants. Et là, Malheureusement, maintenant, ils sont morts, je tous les décédés regrette. récemment. Mais au fait, il y a Alain Lestier, Oui, qui est venu rencontrer Calcagny parce que tous les deux landaient. voilà. Et lui, il a fait une figuration très intellectuelle, proche parfois d'une certaine hyper-réalisme. Alors, brièvement, avec Alain Lestier, on n'a pas de sous, hein, à l'époque. Il y avait une petite auto Bianchi. Nous partions à 3 heures du matin de Berson pour aller voir une exposition des Américains, Rosenquist, etc. Il y avait une petite revue d'art qui s'appelait Opus. Et j'ai acheté Opus au numéro 1. Et ça a synthétisé toute l'émergence d'un courant artistique, et en particulier ce qui va devenir la figuration narrative, la figuration critique, etc. Et donc, Alain Lestier est encore aux Beaux-Arts, s'il te plaît, et il cherche un peu. Bon, il y a la Biennale de Paris, là, où il va, etc. Et puis moi, en mai 68, je suis à Berson, j'écoute les événements de Paris là-bas. On est à la sortie de la guerre d'Algérie, on est encore tous très marqués par tout ça. Donc, ça mijote, si tu veux. Et moi, je me trouve confronté tout seul avec les vignes et avec l'estuaire et Jackie Pouget qui a sa yole et qui pêche et qui m'entretient pendant des heures et des heures. Tu vois. Mais en haut, il y a un chêne magnifique sur lequel Jackie Pouget, Jeannot Magot ont construit une palombière. Et moi, je peins et par moments, j'entends les coups de feu et mon pinceau dérape. Donc je monte avec eux. Et là-haut, on boit un petit coup de rouge, on mange quelques bonnes choses. Tandis que, alors là, tenez-vous bien, les palombes remontent l'estuaire pour aller être tués sur l'école des aux Pyrénées. Pyrénées.
Et ça, alors, c'est un spectacle inoubliable. Et donc, tout ça me façonne et la peinture, Calgeny, Bissière, tout ça, c'est un peu mis de côté. J'ai un désir quand même d'être de mon temps. Bien. Et puis, toujours un désir d'invention. Au fait, tu fais ton miel avec ce qu'il y a autour de toi. Cette palombière est à l'origine probablement de tes premières peintures-sculptures. Tu fais des entrelacs de bois que tu peins, et on pourrait dire que tu as été certainement influencé par l'échelle qui monte à la palombière, tout là-haut, parce que c'est une construction branque-ballante, mais qui est intéressante au niveau de structure, quoi. Et tu en as tiré ton parti. Donc, tu as d'abord cette palombière, et évidemment, ton estuaire, qui est quand même un lieu d'une grande puissance. Et où il se passe des choses. Là, et tu as les reflets sur l'eau. Alors, grâce à l'outre, je rentre au salon des réalités nouvelles, où je me trouve confronté là avec beaucoup de grands noms de la peinture abstraite. N'oublie pas que le salon des réalités nouvelles, c'est le premier salon d'art abstrait au monde. Et avant la guerre de 40, c'est quelque chose. Ah oui. Donc, il n'y avait que l'abstraction. Avant la guerre, oui. Mais lorsque Loutre et sa génération, ils arrivent à 50 ans, que les choses bougent. Ça, c'est les années 60. 70, moi, voilà. Quand j'y rentre, 70. Et donc, ils se posent des questions, ils ouvrent la figuration. Moi, j'étais opposé. Mais on m'a marginalisé. Mais voilà, le peintre Louis Nallard me donne un prix du comité du Salon des réalités nouvelles. Et je suis très fier de ça. Yes. C'est une reconnaissance. Et Loutre, il y avait une galerie associative qui s'appelait La Galerie, rue Saint-André-des-Arts, où j'ai ma première expo, et là, il y a des fameux montages dont tu parles. Oui. Alors, il y avait des crises de destruction d'Armand, etc., qui ont joué un rôle. Et c'est vrai que les appontements, tout ce qui se construit au bord de l'estuaire, joue aussi un rôle. Et je rentre là, donc, ce qu'on appelait dans un laboratoire d'avant-garde. Rue Grégoire de Tours, une toute petite galerie, dont le marchand Guy Ress avait fait les Beaux-Arts à Lyon pendant la guerre, l'école des arts décoratifs, était peintre, voulait faire l'art abstrait, il n'y arrivait pas. Il trouve un local pour faire de la poterie. Il y a une salle qui donne sur la rue. Ses copains disent, mais tiens, que nous exposer. Et de fil en aiguille, 43 grands artistes, qui sont morts, bien sûr, exposent. Et moi, je me retrouve là, j'ai à peine la trentaine, avec des gens qui ont un savoir extraordinaire et qui tentent de grandes aventures. Ne serait-ce que Pierrette Bloch, tu vois. Oui. Et par la répétition, j'ai la surprise d'avoir une cousine germaine, Pierrette Bloch, en art. Car mes dessins de l'époque sont si proches d'elle dans les rythmes, etc. Tous les deux, dans le dessin en tout cas, vous êtes des Chinois. Alors, non. Pierrette Bloch, il y a une émission de radio où Laure Adler lui dit « Et vous, Pierrette, la nature, qu'est-ce que c'est pour vous ?» Et elle a cette réponse à laquelle j'adhère à 100%. « La nature, c'est moi. » Tu vois ? Et Talquat, à un moment donné, peut-être un peu plus tard, qui dit mais le paysage, je l'ai vu, et donc il passe à travers moi. Alors ça, c'est chinois, oui. Donc il faut être... Tu vois, si j'étais chinois, on resterait là 5-6 ans, et puis tout d'un coup, plop, en un seul geste, je te ferai l'estuaire. Dans sa vérité et dans ma vérité. Tandis que là, non. C'est grâce à Jackie Pouget
que je fais mes fenêtres ouvertes sur l'estuaire. Alors, et c'est grâce à Calgani, parce que c'est de la peinture à l'huile, cher ami. Eh oui. Je nourris ma toile. Quand je la trouve assez nourrie pour que les pigments remontent, etc., je commence à tracer ma première trame, que j'appelle aussi un filet, et je mets, comme dans les trémailles, les filets à 3 mailles, trois trames comme ça. Et c'est là que ça commence. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je vais mettre comme aujourd'hui ce jeu de bleu doux avec des ocres, tu vois? Est-ce que je vais mettre au contraire que du rythme? Est-ce que je vais mettre l'estuaire blanc? Car si nous étions ici, vers 17 heures à marée haute, et que le soleil là-bas va nous éblouir, l'estuaire il va devenir tout blanc, mais vraiment blanc, quoi. Et ça, c'est magnifique. Mais je peux avoir des jours, dans d'autres circonstances, il y a le bleu estuaire. Parce que sur ces eaux terreuses, quand le bleu du ciel vient se refléter, on appelle ça avec Molpois le ciel d'en bas, tu vois. Tu regardes un puits et tu vois le ciel d'en bas qui se reflète. Et alors là, le bleu estuaire est formidable. Tiens, regarde, là, tu as un petit peu un jaune très très doux, un jaune de Naples, tu vois, un jaune de Naples clair. Hein. Ici, une ligne voilà, parce que tu commences à voir les veinures des sillons, tu vois, des sillages. Est-ce que c'est des qui vont courants? s'affirmer, c'est le courant, la marée commence à descendre, tu vois. Parce qu'ici, donc le courant et la lumière ça regarde la brindille, ça descend. Oui. Voilà. Alors, je me suis fait, avec les trames, les verticales, puis des obliques, puis à nouveau des verticales, ce sont les étals, les verticales. Et puis quand ça remonte, les obliques sont dans l'autre sens. Donc la trame, pour moi maintenant, symboliquement, montre les 4 temps de l'estuaire. Au fait, tu es en train de nous parler de ton protocole. Parce qu'une peinture de Gardner est une superposition. Ça change encore. Oui, oui, là, le soleil nous donne le fleuve n'est pas une masse uniforme, loin de là. Il y a plein de choses qui se passent dessus. Au niveau des lumières, des parties plus sombres, des parties plus lumineuses. Je vais te situer Saint John Peirce pour son prix Nobel. Un chant se lève en nous, qui n'a connu sa source et qui n'aura d'estuaire dans la mort. C'est-à-dire que je suis prêt à partir. Là, tu vois. C'est lui qui a écrit un poème qui s'appelle L'île verte. Est-ce qu'il s'agit de celle-ci? Ah non, l'île verte, c'est autre chose. C'est un romancier. Ah. Hein? C'est pas Pierre Benoît? Si, c'est ça, oui. Ah, d'accord. Voilà, mais sur cette parole de Saint John Peirce, que dire de mieux? Difficile. Alors, c'est la fête des pères aujourd'hui, et je disais à mes enfants, c'est la transcendance dans la biologie, être père, tu vois. Alors, ça les a sciés complètement, ils n'ont plus rien dit. Il voulait peut-être des mots un peu plus simples. Par exemple, le gâteau qu'ils vont manger. Voilà, oui, bien sûr. Et puis eux-mêmes, étant pères, au moins certains d'entre eux, ils vivent ça. C'est quand même une sacrée aventure que tu as vécue. Venir dans un village que tu n'as pas forcément choisi. Donc, un paysage qui n'a pas l'air évident pour la peinture figurative, en tout cas.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relief, il n'y a pas de bord bien défini, c'est plat, il n'y a pas, c'est pas Cézanne avec sa Sainte Victoire qui elle a une puissance assez phénoménale et avec le jeu de lumière et de couleurs. Et ici, on a affaire plutôt à des demi-teintes, probablement. C'est d'une complexité infinie. Et donc, j'ai le photographe Stéphane Amouroux qui m'envoie tous les jours une photo de l'estuaire à différentes heures. Et moi qui avais pris Paris pour motif, le jardin du Luxembourg, etc., c'était en train de me mettre en état de fermentation épouvantable pour retrouver le chemin, tu vois. La rencontre avec Stéphane Amouroux, qui est de la famille je suppose, d'Henri Amouroux, le directeur de Sud-Ouest. Voilà. Bon, ça, c'est une affaire récente. Oui, parce que Stéphane, les gens d'en bas lui ont dit, mais c'est la maison du peintre là-haut. Alors, il voulait savoir qui était le peintre. Il a cherché par Internet et un jour, il m'envoie une lettre. Je sais que, bon, j'ai été prudent, juste, je l'ai invité à prendre un thé. Et puis, on est devenus amis parce que c'est un homme qui a été tailleur de pierre, architecte, qui maintenant est brocanteur et qui m'a introduit dans une nouvelle aventure. Il est antiquaire. Donc, il m'a fait exposer à la foire des antiquaires de Bordeaux. Et je suis content, ça me dégage des galeries où on pense à faire monter les prix, etc. Et là, ce sont des objets mis avec les objets, avec tous les risques que ça représente. Et puis, comprenne qui pourra et s'intéresse qui voudra. Donc, c'est le début d'une aventure qui me plaît beaucoup. Alors, tu voulais nous parler du fait que maintenant tu vis plutôt à Paris et que il y a un messager ici qui un jour t'envoie une photo de ce qu'il voit. Parce que toi, tu étais au pavillon du Chêne, là-haut, et lui, il est à mi-hauteur dans une maison troglodytique, en partie. Et donc, un jour, il t'envoie une photo. Et ça t'a tellement plu qu'au fait, tu lui en as redemandé. Et donc, il s'est instauré entre lui et toi une espèce de protocole, une espèce de rituel, hein, et qui active donc ton côté estuaire, alors que tu vis à Paris. Tu n'imagines pas à quel point ces photos me redonnent mes sensations de navigateur. Parce que c'est très spécial de naviguer sur la Gironde à cause des courants, etc. Regarde, le courant s'est accéléré. Tu as des bois qui vont de plus en plus vite. Donc c'est marée basse, c'est ça? Comme le vent vient dans l'axe de l'estuaire, ouest-nord-ouest, le clapot commence à se lever. Les répétitions commencent à se mettre en œuvre, là, tu vois. Des énergies. Hein? Des énergies. Le clapot. Le clapot, oui. Oui. Et ça fait du bruit. Je ne sais pas quel est le coefficient d'aujourd'hui. S'il est fort, il y aura un clapot qui sera assez grand. Si le vent force, il y aura du blanc qui va se mettre sur le sommet des clapots. Et alors tu aperçois les bouées rouges, c'est bâbord en venant du large. Et puis, j'ai fait des tableaux là qui sont chez Valérie Gray, Galerie Convergence, l'estuaire de nuit. Et où on voit que les bouées du Grand Chenal et puis la nuit qui joue. Est-ce qu'il y a une petite lumière dessus, la nuit? Sur les bouées, il y a une lumière? Alors oui, elle clignote évidemment. C'est le chenal de grande circulation. Il y a là maintenant des paquebots pour touristes. Bon, ça me fait de la peine. C'est la vie moderne, on ne peut pas aller contre. En tout cas, Christian, il t'arrive une aventure incroyable. C'est que nous sommes venus, l'équipe du Cap Royan, et nous sommes venus pour prendre tes tableaux et de les faire descendre jusqu'à la mer. Hein? Donc tu te rends compte, parce qu'ils vont être exposés
au centre d'art plastique de Royan. Donc il y a une suite de matelots. Donc on va descendre tes tableaux sur des radeaux. Hein. Alors c'est une joie mais une douleur aussi parce que ça réactive tellement d'années passées ici. Je n'aurais pas aimé être bordelais, je n'aurais pas aimé être à Verson, j'aurais aimé naître à Paris. Et c'est en fin de vie qu'on passe maintenant 8 mois à Paris. Pourquoi Paris? Parce qu'il y avait mes ancêtres parisiens, parce que Charles Lecœur, un architecte qui a construit le lycée Louis-le-Grand, qui a fait la ville où Pétain sévit à Vichy, il a fait la station balnéaire, etc. On est là, fin 19e siècle? Il est Avec mort Charles en Lecœur. 1905 et c'est un homme du 19e siècle. Il est surnommé l'architecte Jules Ferry et l'amateur de Renoir. Tu vois. Au jardin du Luxembourg, au Luco, il y avait un type qui faisait des croquetons. Il l'a regardé derrière et c'était Renoir qui, entre midi et 2, allait peindre au jardin du Luxembourg parce que sa famille décorait des assiettes. Tu sais ça, je pense. Non. Non, mais je te l'apprends, tu vois, je suis fort. Et donc là, j'ai toute une mythologie à l'égard de Paris, parce qu'il y a eu un petit secret de famille, il y avait des Renoirs dans la famille qui ont été vendus pour manger pendant la guerre, à la fin de la guerre. Et j'avais ma grand-mère, mon grand-oncle, tout ça, ils m'ont dit, pendant qu'ils parlaient de tout ça, mon petit vin un peu plus loin. Et je me souviens, je me suis dit, puisque j'aurais pas de Renoir, je vais m'en faire. On transformait un Renoir en un bon jambon. Et je peignais avec de la gouache où je mettais de l'huile de table. Je connaissais rien. Bon, on essaie, oui, on essaie l'ascension, si oui. la terre est bonne. Oui.